Si vous étiez chargé de planifier une guerre ici, une attaque contre l'Iran, quelles seraient vos principales préoccupations ou les principaux défis à relever pour mener à bien une telle opération, compte tenu des ressources militaires dont vous disposez? Oui, la tâche la plus difficile serait avant tout de neutraliser les capacités de défense aérienne. Cela doit être la priorité numéro 1, car si vous ne les éliminez pas, tout le reste de ce que vous essayez de faire sera compromis. Beaucoup des cibles à attaquer incluraient les systèmes de défense aérienne et bien sûr leurs capacités aériennes offensives, leurs missiles mobiles, leurs sites de lancement fixes et ainsi de suite. Ce serait la priorité suivante, car il faut limiter les dégâts qu'ils peuvent infliger à Israël et à nos bases dans la région. Il faudrait donc d'abord s'en prendre aux missiles de défense aérienne. Mais presque simultanément, il faudra s'en prendre au moins aux sites fixes de ces missiles. Parce qu'à moins que l'Iran ne soit stupide, dès qu'ils verront l'attaque commencer, ils commenceront à tirer leurs missiles offensifs avant d'être neutralisés, surtout depuis les sites fixes. Je parierais qu'ils ont probablement déjà un ordre permanent stipulant que les sites fixes doivent tirer en premier, car ils savent qu'ils sont visés. Les sites mobiles, ils pourront s'en occuper plus tard. Mais ces sites fixes, ils doivent tirer tant qu'ils les ont, car s'ils les perdent, ils ne pourront pas les réparer rapidement. Ils vont donc ensuite compter sur les sites mobiles. Mais aussi, s'ils sont intelligents, s'ils disposent de ces installations souterraines partout dans le pays, comme on le prétend, cela signifie probablement qu'ils vont aussi garder une grande partie de leurs moyens de défense aérienne sous terre et hors de portée des frappes. Donc, ils doivent en avoir quelques-uns déployés en permanence. Sinon, ils risquent d'être pris par surprise. Ce que je crains, et ce qui complique notre capacité offensive, c'est que je vais frapper ce que je connais. Mais ensuite, quand je me dis « d'accord, on a neutralisé cela », et que nous avançons pour atteindre le niveau suivant de cible, les missiles offensifs, les sites fixes, les lanceurs mobiles, etc., tout à coup, certains de ces missiles et batteries de défense aérienne surgissent du sol, là où je pensais les avoir déjà détruits. Mais maintenant, ils sont peut-être remontés à l'arrière, et nous sommes vulnérables à une attaque de flanc de ce côté-là. C'est donc un vrai problème et une préoccupation que j'aurais si j'étais responsable du système de composantes aériennes. Comment savoir si nous allons réussir à éliminer ces missiles de défense aérienne? Et est-ce un nombre fini? Est-ce que je sais combien ils en ont pour savoir si je les ai tous neutralisés ou non? Ou bien vont-ils me surprendre une semaine plus tard, 2 semaines plus tard, 1 mois plus tard? Soudain, ils réapparaissent à l'arrière alors que je pensais qu'ils étaient déjà partis, et nous commençons à perdre des appareils partout. L'un des plus gros problèmes concerne les avions ravitailleurs, les KC-135 et d'autres, ou le KC-46, je ne me souviens plus lequel, les ravitailleurs en vol. Ces engins sont incroyablement vulnérables. Donc, il n'est pas du tout difficile d'abattre ces appareils si l'on dispose d'une défense aérienne. La cible prioritaire pour le camp iranien sera donc ces avions ravitailleurs, car sans eux, et une partie de l'opération devra se dérouler au-dessus du territoire iranien, le pays est si vaste et certaines cibles sont si éloignées des bases fortifiées, sans parler des porte-avions. Les avions viennent de très loin et n'ont pas l'autonomie nécessaire pour atteindre toutes ces cibles, puis revenir. Ils devront être ravitaillés, dans certains cas, 2 fois avant d'atteindre la cible et de pouvoir rentrer. Les Iraniens vont donc raisonner à l'inverse. Comment pouvons-nous éliminer ces ravitailleurs? Parce que c'est l'élément clé pour nous. Si vous retirez les ravitailleurs, si vous n'en avez pas assez, alors vous ne pouvez pas utiliser votre puissance de feu offensive pour aller plus loin. Donc c'est l'un des points essentiels contre lesquels il faudra se défendre.
Et ce sera un vrai problème si vous les perdez. Et puis l'autre chose, bien sûr, ce sont les sites de lancement de missiles eux-mêmes. Comme je l'ai dit, Faith, il y a certains sites fixes connus que nous avons clairement pris pour cible, et ceux-là seront des cibles prioritaires. Surtout pour un lot de Tomahawk, parce qu'il n'y a pas d'équipage à risquer dans ce cas. Vous pouvez simplement les lancer de très loin. Mais le vrai problème, ce sont les lanceurs mobiles. On en parle sans arrêt. Apparemment, ils en ont beaucoup là-bas. La plupart d'entre eux sont pour le moment bien à l'abri sous terre. Nous savons probablement où se trouvent certaines des portes par lesquelles ils sortent. Mais il y en a sans doute d'autres que nous ne connaissons pas. On peut faire sauter ces portes et réduire l'endroit en décombres ou autre, mais tôt ou tard, ils pourront creuser à nouveau et en ressortir. Et une fois qu'ils auront rouvert les portes et pourront faire sortir les véhicules, le problème restera entier. C'est donc quelque chose qui va durer longtemps. Tout cela constitue les problèmes initiaux, de premier et de deuxième niveau. Mais ensuite, il y a le problème stratégique. C'est l'un des points qu'il est essentiel de comprendre. Pour que nous réussissions, nous devons accomplir toutes nos missions principales. Et cela signifie la destruction du régime. Nous devons être capables d'éliminer le régime. L'Iran n'a qu'à survivre. Donc s'ils perdent une grande partie de leur défense aérienne, la plupart de leur défense aérienne, ils en perdent beaucoup. S'ils perdent tous leurs sites fixes et un grand nombre de leurs lanceurs mobiles, mais conservent encore la capacité de tirer, et s'ils disposent de ces installations souterraines partout dans le pays, et que leur direction est dispersée, comme c'est presque certainement le cas, alors ils continueront d'exister. Ils continueront de fonctionner. Et si vous comptez sur le peuple pour se soulever et faire le travail à votre place sur le terrain, pour aller tuer ces types et prendre le pouvoir avec une autre révolution, je sais, c'est ce que beaucoup espèrent. Ils cherchent quelque chose de similaire à ce qui s'est passé en Libye lorsque Kadhafi a été renversé grâce à la puissance aérienne occidentale. Ils veulent ce genre de scénario où la population locale se soulève. Je ne pense tout simplement pas que ce soit possible. Je trouve cela peu probable. Donc, si cela ne se produit pas et que le régime survit et conserve le pouvoir, la situation pourrait s'éterniser pendant des semaines, puis des mois, et finir par devenir insignifiante. Ils pourraient continuer à tirer des missiles de temps à autre, à faire exploser nos bases, à attaquer nos navires en mer. Cela pourrait vraiment devenir très moche. Et le président Trump, je ne suis pas sûr qu'il puisse s'en sortir sur le plan intérieur, surtout à l'approche des élections de mi-mandat. S'il promet une victoire rapide, nette et sans bavure, et qu'il n'arrive pas à la produire, tandis que nous subissons des pertes sans aucune voie vers la victoire, sans objectif militaire atteignable qu'il puisse présenter de manière crédible, alors il commence à paraître vraiment, vraiment mauvais. Cela perd encore plus de soutien dans le pays, car il a été élu comme celui qui ne s'engagerait pas dans des guerres de choix, pas pour des guerres stupides. Et maintenant, il en aurait déclenché une qu'il ne peut pas terminer. Cela pourrait bien condamner le reste de son mandat. Il pourrait devenir un président impuissant avant même les élections de mi-mandat, et encore plus après. Il y a donc énormément en jeu ici, et les chances de succès sont presque astronomiquement faibles. Mais pour les Iraniens, il leur suffit de survivre. Nous allons supposer que les États-Unis prévoient de tirer parti de l'effet de surprise. Non pas en ce qui concerne l'attaque elle-même, car je pense que l'Iran la voit venir de loin, mais plutôt pour semer le chaos. Peut-être une guerre électronique, l'utilisation de quelques chasseurs à l'intérieur du pays, une force par procuration, et ainsi de suite. Des drones ont certainement été introduits clandestinement en Iran. Je suis sûr qu'il y a une certaine infiltration qui leur permettrait de frapper des cibles au sein du leadership, quelque chose de ce genre.
Mais si cela se produisait pour la première fois, on s'attendrait à ce que ce soit beaucoup plus intense. Cela dit, ce film n'est pas très ancien. Nous avons vu cela se dérouler en juin dernier. Il y a eu une tentative de porter un coup décisif contre le gouvernement. Alors pourquoi, dans ce cas, l'Iran a-t-il accumulé autant de tout cela? Je veux dire, tous ces combattants locaux, les réseaux, les drones qui ont été introduits clandestinement, les personnes qui ont infiltré le gouvernement, une partie de tout cela doit bien être sous contrôle maintenant. Tous ces atouts américains et ces préparatifs israéliens mis en place, les Iraniens ont dû en traiter une grande partie depuis juin. Est-il vraiment possible de remplacer tout cela en si peu de temps? Non, évidemment, la surprise stratégique a disparu. Elle n'existe plus. La surprise tactique, je pense, a également disparu. À moins qu'il y ait quelque chose de différent qu'ils n'aient pas fait en juin et dont je ne sois pas au courant. Quelque chose qu'ils réussissent soudainement à accomplir. Et il peut y en avoir un peu. Vous savez, il y a beaucoup de gens intelligents des deux côtés, et ils peuvent trouver quelque chose à quoi personne n'a encore pensé. Mais le problème, c'est que la gamme de choses que vous pourriez faire maintenant pour les prendre par surprise est vraiment réduite. Parce que vous avez déjà fait beaucoup de ces choses. Et je remonte jusqu'à, au moins 2020, tu sais. Et puis à tout ce qui en a découlé. Beaucoup de choses liées à Stuxnet, en fait même avant ça, on peut remonter à 2010. Donc beaucoup de ces cyberattaques ont déjà eu lieu. Ils ont maintenant mis en place des protections contre cela. Ils disposent de moyens pour en prévenir une partie. Ils ont des experts capables de gérer ce genre de choses plus rapidement maintenant, parce qu'ils ont déjà acquis de l'expérience. Et puis bien sûr, tu as parlé de ce qui s'est passé en juin, quand ils avaient des saboteurs sur place. Ils ont lancé beaucoup de drones. Ils essaieront peut-être de refaire une partie de cela, mais maintenant, l'Iran est sur ses gardes, donc ils ne se feront plus surprendre. Même lorsqu'ils ont été frappés la dernière fois, ils se sont rétablis assez rapidement, en environ 12 heures. Il y a eu beaucoup de dégâts sur les systèmes de communication et de commandement, de nombreuses cyberattaques très réussies, ainsi qu'une grande destruction physique causée par les drones, etc. Ils s'en sont remis en environ 12 heures. Désormais, il est peu probable qu'ils se fassent à nouveau surprendre de cette manière. J'ai d'ailleurs des rapports indiquant que certaines forces spéciales occidentales sont déjà sur le terrain. J'imagine qu'il se passe probablement bien plus de choses que ce dont je suis au courant. Donc je suis sûr qu'il y aura encore des surprises, mais mentalement, l'Iran y est déjà préparé. Donc, le problème, c'est qu'on a ici une guerre, ou que ce sera une guerre, pas seulement une frappe. On parle d'un pays immense, qui est peu importe, 4 ou 5 fois plus grand que l'Irak, plusieurs fois plus grand qu'Israël, par exemple. Ils peuvent donc beaucoup disperser les choses et encaisser quelques coups ici et là sur le plan tactique. Mais ils ne pourront pas les encaisser partout, car il n'y a tout simplement pas autant de ressources. Le risque pour l'Iran est donc considérable et les dégâts qui seront infligés à l'Iran le seront tout autant. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais quand on parle de la mentalité du côté iranien, ils ont calculé qu'ils allaient devoir se battre pour rétablir la dissuasion dans leur cas, car ils n'y sont pas encore parvenus. Ils ont été passifs dans presque tout ce qui s'est passé, ou du moins tièdes. Et maintenant, ils constatent que cela a complètement échoué. Donc, la seule option qui leur reste, compte tenu de ce que nous leur avons désormais imposé, c'est une riposte massive visant à provoquer des pertes humaines importantes. Je veux dire, jusqu'à présent, ils ont soigneusement évité de faire des victimes, même lors de l'attaque de 2025, même du côté irano-israélien. Je pense que cette fois, ils feront le contraire.
Ils cherchent à provoquer des pertes pour infliger de la douleur à ceux qui font cela, afin de leur montrer qu'ils ne peuvent pas simplement continuer indéfiniment, en espérant que cela les fera s'arrêter et qu'ils trouveront une sorte d'accord négocié qui leur permette de sauver la face. Les Iraniens seraient tout à fait disposés à accepter cela, tant que cela met fin à la destruction, car il leur sera difficile de se remettre des pertes qu'ils vont subir. Mais ils ont calculé que sur le long terme, c'est nécessaire à leur survie. Sinon, cela continuera jusqu'à ce qu'un jour, sans prévenir, ils se retrouvent face à une surprise stratégique, sans toute cette préparation et cette montée en puissance, où ils pourraient être assassinés ou perdre complètement le régime. C'est donc littéralement une question de vie ou de mort pour l'Iran, et il y a très peu de choses qu'ils ne feraient pas dans cette situation. Ce n'est pas une bonne stratégie de placer un pays dans une situation de tout ou rien, car il réagira alors de manière très différente. Permettez-moi toutefois de poser une dernière question brève. J'imagine qu'au cours des 30 dernières années et plus, nous sommes toujours entrés en guerre et avons bombardé des pays petits à moyens, petits par leur territoire, leur population et leur capacité militaire. Nous avons pu contrôler l'espace aérien, nous avons toujours eu de nombreux alliés autour d'eux, et nous avons pu isoler nos cibles pour nous assurer qu'elles ne reçoivent aucun soutien extérieur. En d'autres termes, nous avons maintenu toutes les variables aussi constantes que possible, afin de garder le contrôle total du champ de bataille. Mais cette fois, il y a beaucoup de variables incertaines, et c'est pourquoi, je pense, beaucoup commencent à hésiter. En ce qui concerne le soutien extérieur, comment voyez-vous la Russie et la Chine? Il semble très probable qu'elles vont aider d'une manière ou d'une autre. Mais comment? S'agira-t-il de guerre électronique ou comment s'y prendront-elles? Beaucoup de gens considèrent cela uniquement comme une affaire iranienne, que nous les avons de nouveau isolés, parce que c'est la seule manière dont nous avons toujours procédé. Et c'est ce que tout le monde attend. Mais d'autres ont fait des déclarations, et nous ne savons pas s'il s'agit simplement d'hyperboles ou de véritables affirmations selon lesquelles ils vont passer à l'action. Le pire scénario serait que les mandataires régionaux disent vrai, que le Hezbollah commence à attaquer Israël, que Kataib Hezbollah en Irak se mette à frapper des sites américains, et que les Houthis réapparaissent et commencent à attaquer la navigation ou les actifs navals dans la région. Et tout à coup, tu as toutes sortes de choses qui arrivent, non seulement d'Iran, mais aussi de plein d'autres endroits. Ce serait un énorme problème pour notre campagne aérienne si nous commencions soudainement à essuyer des tirs venant du sol, de drones et d'autres sources, comme Kataib Hezbollah en Irak ou les Houthis en mer Rouge. Je veux dire, on voit bien que ce sera un vrai défi de tout gérer. Et les Iraniens aussi. Cela pourrait devenir un gros problème s'ils passent réellement à l'action. Je ne sais pas s'ils le feront. Ils pourraient dire qu'ils vont le faire et finalement ne pas aller jusqu'au bout. Il y avait beaucoup d'attentes lorsque Israël est entré en guerre contre l'Iran la première fois, que le Hezbollah au Liban s'engagerait. Et en réalité, ils ne l'ont pratiquement pas fait. Et puis, ils ont été complètement décimés, de haut en bas, dans leur direction. Il y a donc un précédent qui laisse penser qu'ils ne le feront pas. Mais nous jouons gros, en supposant qu'ils ne le feront pas ici. Ce ne sont que les acteurs régionaux. Ensuite, il y a les acteurs stratégiques, la Russie et la Chine, et tous deux ont intérêt à ce que l'Iran ne s'effondre pas. Maintenant, ils ne veulent pas entrer en guerre, car la Chine accorde la priorité à la question de Taïwan avant tout le reste. Et la Russie accorde la priorité à la guerre en Ukraine avant tout le reste. Ils ne vont donc pas se laisser distraire par quelque chose comme ça. Et ils ne veulent certainement pas se retrouver dans une guerre ouverte avec les États-Unis à propos de l'Iran. Mais la Russie a besoin de la technologie pour ses drones.
La Chine a besoin de l'Iran pour son approvisionnement énergétique, et ce n'est pas une quantité négligeable. Et nous en parlons souvent. Ils ont besoin que le détroit d'Ormuz reste ouvert. Nous en avons tous besoin, sinon ça va aussi causer beaucoup de problèmes. J'ai du mal à imaginer que l'Iran dise « Eh bien, je ne veux pas causer de problèmes à l'économie mondiale, donc nous allons laisser le détroit d'Ormuz tranquille. » Pourquoi ferait-il cela? Je veux dire, je pense que l'un de leurs principaux objectifs serait de causer autant de difficultés que possible à l'Occident, surtout à l'économie mondiale, mais principalement à l'Occident, sur le plan économique également. Donc j'imagine qu'ils feraient tout leur possible pour fermer ce passage et y semer toutes sortes de problèmes. Et j'imagine que la Chine et la Russie pourraient le faire. Je suis sûr qu'elles feront quelque chose de subtil, si ce n'est pas déjà le cas. Je veux dire, la Chine a un navire dans la région, donc ils vont probablement donner un avertissement précoce à l'Iran. Je ne suis pas sûr de ce que la Russie ferait. Encore une fois, je pense qu'ils veulent éviter un conflit là-bas, mais ils aideront en périphérie, je crois. Et je pense que ces deux pays seraient également ravis de nous voir entraînés dans une guerre à long terme, à grande échelle, qui épuiserait nos capacités de défense aérienne et nos missiles offensifs, endommagerait ou détruirait certains de nos avions, et peut-être même nous ferait perdre ou subir des dommages sur certains de nos navires. Ils seraient probablement contents de voir cela durer longtemps. C'est donc une autre raison pour laquelle ils pourraient vouloir rester en dehors du conflit sur le plan militaire. Mais tout cela, mis bout à bout, montre que si nous, eh bien, il faudrait que Trump dise simplement « J'espère que tout se passera comme je le veux, que personne ne fera rien que je ne veuille pas, que tout le monde laissera l'Iran isolé et qu'ils ne feront rien que nous ne voulions pas qu'ils fassent. Et alors, nous aurons une grande victoire. » Je n'arrive tout simplement pas à imaginer que ce soit le cas. Il y a trop de variables qui doivent toutes jouer en votre faveur. Et si nous tombons dans l'extrême inverse, où aucune d'entre elles ne joue en notre faveur, cela pourrait être un énorme problème pour nous. Oui, c'est ça le problème avec cette ancienne opération de minuit. Leur prétendu succès leur est monté à la tête. Oui, on pourrait bien se retrouver avec un cauchemar à minuit cette fois, selon la tournure des événements. Eh bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps et de m'avoir permis de profiter de votre expérience. Toujours apprécié. Merci Glenn Dizen. À la prochaine.